J'espère que vous allez bien en fin de semaine. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne Saint-Patrick. Hein? Si vous avez du sang irlandais en tant que rouquin, j'en ai, je peux vous l'assurer. Oui. Et aujourd'hui, on va célébrer avec plein de beaux invités cette édition de Pour votre information avec Rodney Yo, qui est propriétaire d'une succursale des Branchés qui a 1 an ici sur le territoire lavallois. Sophia Yanantuano avec nous pour parler du domaine de l'immobilier. Mounia Abadi aussi, qui est coach de vie. Sébastien Haché, un jeune humoriste qu'on vous fait découvrir. Marie-Hélène Couette, autrice d'un livre pour mieux organiser et aussi pour mieux s'entourer au travail. De même qu'Alexandre Poulain, auteur, compositeur, interprète, qui vient présenter La Somme des êtres aimés, son plus récent album. Madame Guylaine Archambault du Musée de la Santé Armand Frappier, ici sur le territoire lavallois. Chantal Crépeau pour parler d'activités de nos bibliothèques ici à Laval. Aussi Patrick Roffy et Sylvie Lamontagne qui sont du comité organisateur du championnat provincial de judo qui aura lieu bientôt à Laval. Nicolas Vincent Poirier aussi pour revenir sur les Oscars. Et tout d'abord, on se met en forme avec la nouvelle saison qui approche du printemps avec Isabelle Dominique-Cros. Bonne émission. Le printemps revient, on pourra très bientôt aller à l'extérieur. Déjà des bonnes marches, c'est déjà un bon pas en avant pour se remettre en forme. Mais là, il y a comme une période là où c'est boiteux, où je sais pas, on peut pas faire grand-chose à l'extérieur. Alors, cet appel peut passer par 2 temps, 3 mouvements. Donc, c'est la 4e saison sur nos ondes et je suis très contente aussi de l'accueillir à nouveau comme collaboratrice à l'émission Pour votre information. Salut Isabelle Dominique-Cros. Comment ça va, Alex? Ça va très bien. Content de te retrouver cette fois en studio. Enfin. Cette saison. Oui. La sédentarité, le télétravail, toi d'ailleurs, c'est une réalité auquel tu es de ces jours-ci un petit peu plus confronté. Oui. Puis tu t'es comme posé la question, comment, disons, rester en forme et continuer de bouger sans trop se faire prendre à contre-pied par justement cette sédentarité-là qui s'installe un peu de façon pernicieuse, le veut pas. Là. Effectivement. On prend des mauvais plis rapidement. Oui, là. on prend des mauvais plis. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'on le sait. C'est pas, ça vient pas d'hier, ce message-là. Mais moi, je le vis plus personnellement parce que mon horaire, mon emploi du temps a changé. Donc, plutôt que d'être chargée de cours, je suis devenue conseillère pédagogique et ça fait que je suis plus statique dans mon emploi du temps, dans mon horaire, moins de souplesse. Et malgré toutes mes bonnes habitudes de vie saine, ben, j'ai trouvé que c'était difficile de m'ajuster à ça, d'être en position assise. Il faut trouver des solutions. Fait que je viens pas ici pour me plaindre, mais je viens ici pour rappeler aux gens qu'effectivement, c'est une réalité et il y a des solutions, mais il faut vraiment les mettre en pratique parce que sinon, c'est comme un cercle vicieux. Tu bouges moins, tu manges plus, tu as moins d'énergie. Tu sais, c'est comme, c'est difficile de repartir, entre guillemets, la machine. Ça joue sur le moral. Oui, tellement. Santé mentale qui est affectée, ça aussi. Quand tu dis que c'est un cercle vicieux, ça aussi également, c'est à prendre en considération. Oui, là. effectivement. Puis une fois qu'on est un peu pris là-dedans, c'est comme tu vois pas comment te sortir de ça parce que là, tu te sens pas bien, ni physiquement, ni mentalement. Il faut que tu travailles. Il y a le stress. T'évacues pas le stress parce que tu bouges pas assez. T'es trop dans le trafic, exemple. Donc, comment faire en sorte, puis les capsules, je pense que c'est toujours ça, la clé du succès pour moi, c'est de trouver quelque chose qu'on peut faire qui nous motive à bouger plus. Ouais. L'autre clé du succès, je pense, c'est de modifier son espace de travail. Puis je pense que c'est là que moi, je suis rendue. Je l'ai modifié, ça a changé ma vie. Je suis debout parce que j'ai mis un genre une table à ton niveau, par exemple? Là? Oui, effectivement. Puis c'est pas aussi dispendieux que ça peut l'être ou qu'on peut penser que ça peut l'être. Puis l'employeur peut participer aussi. Oui, souvent, même pour améliorer la productivité à la maison, je pense que les quelques dollars déboursés en vaut la peine chez la plupart. Puis tu sais, au lieu de penser peut-être que l'employeur va dire non, allez voir, puis expliquez-lui pourquoi. Puis les motifs, les raisons, j'ai peut-être des raideurs, des tensions. Effectivement. Puis dans le temps, on avait dans les entreprises, on encourageait les employés à bouger au sein même de l'entreprise. Donc, il y avait de l'argent qui était investi là-dedans. Maintenant, ça peut être autrement placé. Mais dans tous les cas, on peut le faire aussi pour nous parce que ça vaut la peine de le faire, puis parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et on met plein d'argent sur plein d'affaires, de la technologie, mais là, c'est comme, mets-le donc sur ton bureau, ton espace. Investis sur toi. Oui, exactement. Et j'ai le goût qu'on mette en pratique la théorie, là, et là, il y a la pratique également. Exactement. Et peut-être donner un avant-goût de ce que ce sera cette année, à cette nouvelle saison de 2 temps 3 mouvements.
Oui. On va faire ça. Bonne franquette, évidemment. Là, vous comprendrez pour les besoins de la, Dans de la l'espace télévision. qu'on a. Notre espace qu'on a qui Oui. nous est accordé. Mais on Je va te suis. tasser le bureau si tu veux bien m'aider. Et puis, tu vas nous faire comme un entraînement à la maison. Oui. Alors, tu proposes quoi là, pour... J'allais lancer le squat. OK, Puis, ben tu sais, on disait le printemps s'en vient, c'est à Ouais. nos portes. Comment profiter de l'occasion pour justement, tu sais, s'adapter, modifier sa routine, bonifier, squat. Puis, bouger avec toi, c'est un plaisir. Ouais. Tu es Ben, un moi aussi, athlète. toujours. Squat, un artiste, un athlète. Tu fais tout, squat. On essaie. Mais d'ailleurs, peut-être faire attention, j'ose dire, parce que des fois, justement, à la maison, on peut mal faire le mouvement, puis il ne faut pas se blesser. Donc, Oui. tu sais, même si on est habitué de répéter ce mouvement-là, souvent, toi, qu'est-ce que tu suggères? Évidemment, 2 temps, 3 mouvements, mais sinon... Bien, ce que je suggère, c'est d'être à l'écoute de son corps. Là, je t'ai rajouté un petit saut sympathique. Ouais. On fait ça un petit croisé. Vas-y donc. Ça a l'air de rien, hein, mais des petits entraînements comme ça, tu peux mettre les mains vraiment comme tu le souhaites. Des fois, j'ai les mains sur les Comme hanches. en namasté, là. Oui, comme zen. On a Ouais, besoin zen. d'être plus zen. Trouves-tu Aussi. squat? Le sens-tu? Toi, tu as fait tes jambes Oui, hier en moi, j'ai plus. fait mes Moi, je le jambes sens dans mes cuisses. Oui. Mais mon truc, On peut circuler un petit peu pour être plus dans... squat, le Ouais. truc, c'est d'en faire un petit peu et de voir comment on se sent dans le mouvement. Est-ce qu'on doit adapter? Est-ce qu'on doit modifier? Est-ce que ça fait mal aux articulations? Oh boy, je t'ai soufflé, il en reste 4. Oui, 3, 2, ça fait travailler. Ça 1. paraît pas. Je sais pas si dans ma face, Et- ça paraît. Ah non, c'est parfait. Pas si pire, mais- Pour toi, c'est un échauffement. Ben, ouais, mais quand même, en faisant hier mes jambes au gym, mais est-ce que aussi c'est d'y aller en série de 5, série de 10 pour améliorer l'efficacité? Ce qu'on veut, c'est de l'endurance. Là, tu vois, on est essoufflé parce Oui. qu'on a ajouté un saut. Oui. Le prochain, variation du squat, j'irais juste faire un mouvement vers l'extérieur. Ton poids est sur la jambe à l'extérieur. Tu l'extérieur. reviens, OK. down, et reviens. Donc, je descends et je reviens. Puis là, c'est bien qu'on soit essoufflé, puis c'est bien de parler en même temps parce que ça augmente Le cardio. le cardio. La difficulté, hein, parce que de parler en même temps, c'est prenant. Je t'ajoute un élément d'équilibre. Vas-y donc. Down, Oh. et on remonte. OK, ça, je l'ai Donc, peut-être. side lunge. Je l'ai et peut-être remonte. moins. Hey, c'est bon ça, good. Encore. Oui. 4. Là, le défi, ça va être de faire une belle transition pour aller de l'autre côté. 3. OK. Ça, c'est T'es-tu prêt? celle-là que je vais 2. peut-être être périlleux. Ramène tes pieds Je suis ensemble. filmé. Notre défi, c'est de rester sur notre X, hein, comme on dit. On Ouais. va aller de l'autre bord. Oui. On y va? Oui. On a l'espace qu'on a. Ouais. Un peu comme à la maison, hein, puis c'est pour ça que les... Ben, ah faut- oui, tu veux refermer? Tu peux refermer, mais je t'ai lancé tout de suite l'équilibre. Hop! OK, oui. Puis là, Faire tu des vois, variations comme celle-là. comme, même si on n'a pas d'espace, on est capable de bouger. Il faut enlever les excuses. Tu le sais-tu 4 fois encore? Oui. En bas? Je pourrais. Oui. Je sais même pas si Trois. je l'ai comme... C'est la première fois que je Oui. fais ce mouvement-là. 2. Bien, dans les entraînements express, on mélange les Puis on peut trucs. mettre des poids ou... On pourrait mettre des charges. Je pourrais avoir les poids ici en avant. Ça me rajoute, va un petit peu plus dans la profondeur du mouvement, amplitude de mouvement. Ça va-tu? Oui. T'es-tu game de faire des push-ups? Ah oui, donc, on va finaliser On fait ça parce ça? qu'il nous reste peu de temps. Les caméras nous suivent. Oui. Parfait. De façon classique. Oui, classique. Vas-y donc. Moi, je vais le Parfait. faire juste sur les genoux pour ceux où un genou, une jambe allongée. On y va? Oui. T'es donc bien bon. J'en fais 50 tous les matins. Quand je C'est me lève vrai, à hein? 3h30 du matin, c'est dans ma routine. Donc, c'est pas si pire. Ceux parmi vous qui voudraient une alternative au push-up, pourriez me faire juste un Et quadrupède. ça travaille l'équilibre ouais. ou... Bien, équilibre, je l'aime bien pour la conscience corporelle. Ou encore celui-là, quadrupède, veux-tu l'essayer? Je pourrais essayer, oui. Tu soulèves tes genoux, fait que tes jambes sont pliées. OK. Tête en prolongement du dos, là, on ne vous regarde pas, mais on vous regarde du coin de l'œil, hein, les Comme ça, téléspectateurs. OK. Fait que c'est comme Rapproche planche. tes jambes un petit peu. Comme une planche. Allonge, allonge. Oui. Planche, variation. Quadrupède, reviens OK. back. Reviens. Ah, je vois ce que tu veux dire. Wouhou! Il a l'air de rien, hein, mais c'est Non, souvent non, c'est plus dur qu'on peut le prétendre. parfait. Eh bien, merci pour ce cours. Cours 101, évidemment. Donc, on peut retrouver tout ça sur la chaîne YouTube de 2 temps 3 mouvements. Puis, bien sûr, à notre antenne. Bonne saison. Bonne saison à toi aussi. On est essoufflés, Il fait mais chaud. on a eu du fun et c'est efficace. Faut jamais en douter. C'est plaisant aussi. Merci à toi. Il y a presque un an, jour pour jour, on accueillait notre invité, M. Ron Neyo, qui est propriétaire d'une des franchises, donc Les Branchés, lui qui est opticien d'ordonnance chez Les Branchés Lunetterie Laval. Il est avec nous. Bonjour, M. Yo. Bonjour, M. Alex. Content de vous accueillir encore une fois. Comment ça va, un an plus tard? Est-ce que vous êtes toujours content de vos installations chez nous en territoire lavallois? Mais absolument, nous sommes très heureux parce que la ville de Laval est une très belle ville.
qui nous apporte une très belle clientèle aussi, des personnes de cœur qui respectent nos valeurs. Oui. Et puis, bon, peut-être préciser, parce que les branchés, il y a bien sûr plein de trucs qui vous distinguent des autres lunetiers, là, des autres lunetteries classiques, puis peut-être le raviver à l'esprit des gens. Qu'est-ce qui vous différencie? Mais absolument, ce qui nous différencie, c'est d'abord notre produit phare, les montures Faniel, comme celle que j'ai en ce moment. Ce sont des montures faites à la main ici à Valmorin. Donc, c'est un produit 100% québécois qui donne tout ce qu'il y a comme chaleur, comme amour, comme passion. Donc, c'est un peu un des piliers de ce qui nous différencie. Sinon, il y a aussi les différents services, comme le service de stylisme, qui va aller étudier la forme du visage, la couleur de la peau, la couleur des yeux, et à cela, nous permettre de sortir là où les meilleures montures qui vous feront le mieux. Ouais. Et vous avez parlé de lunettes qui sont faites à la main, qui sont faites chez nous. C'est un produit québécois. Je vois que vous avez d'autres lunettes ici. Est-ce que vous pouvez nous en présenter d'autres modèles que vous avez avec vous? Bien, écoutez, dans ce boîtier Faniel, en ce moment, j'ai mes lunettes de soleil. Oh, OK. C'est du style. On parle de vraiment, je les trouve magnifiques. Mais absolument, parce qu'au lieu de chercher des produits, bien, disons, qui viennent d'ailleurs et tout, on a chez nous des produits que nous pourrons faire à notre vision. Donc, à l'intérieur, j'ai mes lentilles. Et puis ça aussi, c'est une lunette polarisée avec un miroir bleu. Juste pour le fun, ben, ça fait beaucoup été, comme vous pouvez le constater. Ouais. Puis ça s'harmonise très bien avec votre veston, disons-le comme ça. Aussi des fois. Oui, tout à fait, je comprends très bien. Puis vous avez aussi une autre, je pense, paire de lunettes avec vous. Oui, là. ici, j'ai une monture, c'est la couleur kaléidoscope qu'on appelle. Et puis la monture, c'est la Bartolo. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une monture qui montre plusieurs couleurs, plusieurs belles couleurs et qui se porte très bien aussi. Donc, c'est tous des produits faits à la main. Et puis, les montures Faniel, nous sommes de 400 à 500 en dessous du prix du marché. Donc, vous comprenez que c'est très intéressant. Ben oui, je comprends. Et vous, est-ce que vous avez la possibilité, si moi, par exemple, j'ai en tête là, une paire de lunettes que j'aimerais peut-être, là je vois, il y a de beaux modèles qui sont faits à la main. Est-ce que vous pouvez presque vous en aller jusqu'à dessiner une paire de lunettes pour quelqu'un qui aimerait avoir sa propre paire de lunettes là, originale? Ou... Initialement, je vais vous dire que c'est des choses qui se font. Mais là, c'est vraiment dans nos ateliers. Et qu'est-ce qui arrive? C'est Anne-Marie Faniel qui dessine les formes, qui dessine les montures pour tous les visages. Donc, quand je dis tous les visages, c'est ceux qui n'ont pas de visage qui ne peuvent pas avoir de monture chez nous. Donc c'est vraiment personnalisé. On peut trouver une paire assurément chez vous. C'est sûr. Assurément. Absolument. Et puis, pour vous, peut-être aussi pour les gens qui nous écoutent, on va bien entendu peut-être chercher une paire de lunettes chez vous, mais il y a tout un service que vous donnez également derrière cet achat de monture. Mais c'est tout à fait intéressant ce que vous dites dans la mesure où, comme je disais tantôt, il y a le service de stylisme. Parce que choisir une paire de lunettes, c'est pas juste choisir une petite affaire qu'on met sur soi. Une paire de lunettes, les yeux, c'est comme la vitrine d'une personne en face. Et qu'est-ce qui est intéressant? Le service de stylisme, comme je vous l'ai défini, et en plus de ça, mais nous sommes aussi opticiens d'ordonnance, même si le monde se dit c'est juste les lunettes, nous sommes aussi opticiens d'ordonnance. Donc, examen de la vue. Absolument. Pour des optométristes, nous avons des optométristes très compétents qui travaillent avec nous autres, qui sont très expérimentés. Donc, voilà, entre autres, les services que nous offrons. Il y a un suivi des réparations et tout ce qui va avec. Oui, parce que ça va très vite. Parfois, on change de lunettes aux 3-4 ans et la technologie avance pour les optométristes, par exemple. Je sais qu'on peut même détecter maintenant des maladies. Les optométristes sont rendus là, avec vraiment là, des grandes... je ne sais pas, évidemment, je n'ai pas le lexique, je ne le maîtrise pas, c'est vous qui l'avez, mais vous êtes rendus avec des machines qui peuvent aller voir là, vraiment dans le fond de notre œil pour détecter s'il n'y a jamais anomalie ou autre, je crois. Mais absolument, vous l'avez si bien dit. C'est sûr qu'il y a d'ici là 30 ans, ce n'était pas avec le même appareillage qu'on travaille. Et chez nous, les branchés, ce qui est très intéressant, c'est que nous mettons à jour. Donc, dans toutes nos succursales, en l'occurrence à Laval, vous avez du matériel de pointe. Donc, c'est du matériel qui est très récent, qui permet à l'optométriste d'avoir plus d'informations en ce qui concerne les yeux afin de donner le meilleur soin qui soit aux patients. Et là, on célèbre à peu près l'année d'ouverture. Est-ce que quand il arrive une année anniversaire comme celle-là, il y a des rabais, des incitatifs pour les gens peut-être? J'évoque ça comme question. Mais c'est très intéressant parce que c'est sûr, sur toute une semaine du 12 au 16, comme vous pouvez le constater, nous avons un rabais de 50 $ sur tous les achats. Donc, sur un achat complet, vous avez un 50 $. Mais ce qui est intéressant, ce qui est
important aussi de mentionner, c'est que nous revenons avec notre système de référencement. C'est-à-dire, la plupart du temps, chez les branchés lunetteries, c'est notre belle clientèle qui nous envoie du monde. Et cette fois-ci, notre manière à nous de dire merci à cette belle clientèle, il y a tout un système de référencement que nous allons détailler sur toutes nos plateformes et aussi sur place. Voilà un peu ce que nous offrons. Donc, pour l'instant, pour toutes les personnes qui se présentent, elles bénéficient d'un 50 $ de rabais. Et toutes les personnes qui viennent nous dire bonjour, partager aussi le café avec nous autres, c'est très important. Elles repartent avec un certificat cadeau et de nombreuses surprises. Ouais, incitatif à venir vous découvrir. En tout cas, bravo. De nos jours, je pense que dans tout secteur d'activité, on doit saluer quand il y a une réussite, quand nos entreprises de chez nous, en plus, c'est un produit québécois également pour les produits Faniel. Alors, je pense que tout ça est porteur de belles nouvelles quand on a des jeunes entrepreneurs comme vous qui vont réussir sur le territoire lavallois. Merci beaucoup d'être passé. Puis on invite les gens à se diriger vers votre succursale ici à Laval. Mais bien entendu, ça me fait plaisir, M. Alex, et puis c'est très gentil. Je vous attends très bientôt. Je vais aller faire un tour. Pour votre monture Faniel. Oui, c'est promis, merci. Récemment, la Banque du Canada décidait de maintenir son taux directeur à 5 %. Évidemment, ça a un impact peut-être sur votre choix d'acheter, de vendre, mais beaucoup d'autres aussi, choses qui peuvent être des avantages, des inconvénients. Elle est courtier immobilier. Je suis très content. Sophia Iannantuono, de retour avec nous cette saison. Salut, Sophia. Allô, Alex. Merci d'être avec nous. Puis là, il y a toujours ces questionnements parce que là, le printemps s'en vient, l'été s'en vient, les projets de construction, de vente, d'acheter, de changer peut-être de demeure. Ça, je ne sais pas, on dirait que ça vient avec le beau temps. Moi, en tout cas, autour de moi, c'est des discussions que j'entends beaucoup chez mes amis, chez des couples également qui veulent agrandir, un nouveau-né qui arrive aussi également. Absolument. Donc, peut-être se positionner d'emblée avec notre sujet. Oui. Toi, tu es parti à la base avec des clients, ce que tu entendais sur le terrain. Quels sont les bons moments pour vendre? Est-ce que c'est de vendre en premier notre maison ou quand on a encore notre maison, on pense qu'on va la vendre rapidement, puis là, on va en acheter une autre? C'est quoi le point de départ de tout ça? C'est une excellente question, Alex, parce qu'en réalité, ça dépend de la situation financière de les acheteurs ou bien de les vendeurs. Donc, il faut se poser la question, pourquoi que je vends? Pourquoi j'achète? Ouais. C'est quoi ma situation financière? Aujourd'hui, juste absorber une hypothèque, c'est un fardeau très lourd pour presque tout le monde. Donc, imagine d'en avoir deux. Oui. Puis parfois, on est pressé de le faire parce qu'on se sépare aussi. Il y a des contextes qui peuvent survenir, malheureusement, mais c'est des réalités aussi. C'est ça. Puis il y en a des fois qui habitent dans des condos ou bien ils louent un appartement puis ils se disent « Oh, là, je suis enceinte d'un deuxième, ça va nous prendre une maison. » Ou bien vice-versa, les enfants sont tous partis, la maison, elle est vraiment trop grande. Il faut se trouver un condo ou une maison plus petite. Oui. J'imagine que ça te donne une force de négociation, par exemple, peut-être, oui. Si on y pense. Là. Ben oui, mais c'est sûr qu'il y a un plus et un moins à chaque situation. Si on regarde pour commencer, je décide, je vais vendre ma maison. C'est quoi les avantages avant de commencer à me mettre en amour avec une nouvelle maison? Donc, si je sais que je peux vendre ma maison pour X montant, bien c'est sûr que là, elle est vendue, j'ai les fonds dans ma poche. Je peux facilement aller magasiner parce que je le sais c'est quoi mon budget. Le prix des maisons a changé énormément dans les derniers 2-3 ans. Puis c'est surprenant de savoir que des gens, les gens, ils ne savent pas toujours, ils ne réalisent pas. Oui. Puis aussi, bon, tu dis ça fait moins de pression, puis la prise de décision, ni plus ni moins, s'en vient qu'approfondie. Donc, on peut faire une meilleure décision pour nous, notre réalité, nos besoins aussi. Exactement. Puis un autre avantage à ça, c'est que quand on arrive, on tombe en amour avec une maison, puis on fait une promesse d'achat sur la maison, bien là, j'ai déjà les fonds, puis je peux dire, bien écoute, ma maison est vendue, j'ai les fonds, quand est-ce que vous voulez déménager? Donc, si le vendeur il dit, bien moi, ça presse parce que c'est un cas de divorce ou bien j'ai eu un emploi à Toronto ou ailleurs, je dois déménager rapidement, bien c'est toujours une force de dire, je peux acheter votre maison dès la semaine prochaine. Oui. Est-ce que ici sur le territoire lavallois, tu as connaissance, là, bien sûr, parce que je lisais récemment qu'on a peur d'une flambée des prix, là, justement. On a beau avoir un bon montant d'argent dans ses poches, mais à un moment donné, s'il y a une flambée des prix, ça se peut que ça devienne hors de prix, là, je veux dire, pour les acheteurs, si les prix augmentent. Donc, si on a vendu notre maison il y a 3, 4, 5 mois, puis qu'on connaît un boom, ou on connaît des explosions de prix comme on a eu en début de pandémie, ça se peut qu'on se retrouve finalement, si on attend trop, ou tout dépendant de la situation de l'immobilier qui bouge rapidement,
avec pas tant que ça d'argent finalement pour pouvoir se porter acquéreur de notre maison de rêve finalement. Là. Oui, ça, c'est un excellent point. C'est sûr que si on regarde les associations, si on regarde les recherches et les études qui sont faites présentement, oui, la Ville de Laval, ils prédisent avoir une augmentation. Je n'ai pas ce chiffre-là en avant de mes yeux, donc je ne veux pas dire quelque chose qui n'est pas 100% précis, ça, mais c'est aussi partagé à travers toute la province. Parce que si on se compare à l'Ontario puis à la Colombie-Britannique, eux autres qui étaient déjà avec un coût qui était très élevé, nous, au Québec, on va le ressentir dans les prochains mois à venir, c'est presque garanti. Surtout qu'il va y avoir une baisse au niveau, on espère en tout cas, avoir une baisse au niveau des intérêts. Donc, ça va venir juste ajuster le prix. Donc, c'est sûr qu'un client qui me dit, moi, je cherche absolument une maison dans ce coin-là, tant de chambres à coucher, années de construction et tout, est-ce que j'attends ou est-ce que je cherche maintenant? Moi, c'est sûr, je les encourage de chercher maintenant parce que même si le taux d'intérêt va baisser, le prix des maisons est supposé de quand même s'élever. Ouais. Et si on se porte du côté de l'autre, parce que là, évidemment, on a parlé de si on vend notre maison en premier, mais si on parle de l'autre côté, l'autre versant de la médaille, qu'est-ce que tu suggères, avantages, inconvénients pour toi? OK. C'est sûr que si on décide, OK, chérie, let's go, il faut se trouver une nouvelle maison, ça nous tente de déménager, on n'est pas pressé, on habite dans un quartier qui est très recherché, l'avantage, c'est qu'on n'est pas pressé. Donc, on n'est pas obligé d'acheter une maison sous pression. Ça nous enlève énormément de stress parce qu'acheter une nouvelle maison, c'est très stressant. On sait puis deuxièmement, même les appartements, c'est difficile à trouver. Là. Si on veut se loger temporairement, là, le temps qu'on se trouve une nouvelle maison, peu importe. Là, exactement. Puis moi, j'ai même des clients qui sont plutôt jeunes, comme deuxième maison, qui me disent ça vaut plus la peine de m'acheter une petite maison, exemple, que de rester en location ce que je suis. C'est presque le même coût. Quand même. Quand même, oui. C'est sûr. Mais non, mais continue, parce que je pense que tu allais renchérir sur peut-être les avantages et inconvénients, là, toujours. Là, ou, Oui, bien, c'est sûr, quand on cherche une maison puis on n'a pas vendu la nôtre, on a le grand bout du bâton en disant qu'on n'est pas pressé, on va prendre notre temps et tout. L'inconvénient, c'est que c'est sûr que quand on tombe en amour, bien là, on a toujours la condition qu'il faut qu'on vende notre maison. Aussi. OK? Donc, si on habite dans un quartier qui est un petit peu moins recherché, si la maison elle a beaucoup de rénovation, parce que comme on a déjà parlé dans le passé, les maisons qui sont vraiment clés en main sont énormément recherchées. Donc, des fois, on peut se retrouver comme perdre l'opportunité simplement parce qu'on avait la condition de vendre la nôtre. Oui. Et c'est toujours aussi en prenant en considération qu'on est dans une réalité où ceux qui avaient négocié des taux variables, taux fixes, 2025, 2026, là, si on veut changer de maison puis qu'on avait négocié, tu sais comme moi, un taux, par exemple, qui est variable, toujours selon notre réalité, c'est aussi savoir un impact sur le choix qu'on va faire de notre maison. Et évidemment, si on va changer, oui ou non, de maison, ça aussi, là, on pourrait continuer très longtemps. Ah oui, jusqu'à demain. Mais je le disais tantôt en prémisse, en introduction, le taux directeur qui peut bouger, on ne sait jamais, assurément, mais quand même, ça a été très éclairant tout ça. Merci à toi encore une fois d'être passé à notre émission, puis on se dit à très bientôt pour un autre sujet concernant l'immobilier. Je m'en remets toujours à toi. Parfait, merci, bonne semaine. Merci, Sophia. Bye-bye. Nous autres, on est des gens qui sont les artistes, le domaine des médias, qui sont un peu émotifs. Quand je l'ai vu, c'était la première fois pour cette nouvelle saison que je l'accueillais. Puis là, on s'est arrivé, on s'est sauté dans nos bras comme ça. On était tout heureux de se retrouver avec Mounia Abadi, qui est notre chroniqueuse, elle qui est coach de vie. Salut, Mounia. Salut, ça va? Tellement content de te retrouver. Moi aussi. On ouvre un peu le sujet comme ça que tu nous as abordé, mais c'est parce que on dirait que parfois, on a beaucoup d'attentes, puis on se permet pas d'aller dans le ressenti, de juste s'abandonner, de vivre le moment présent. On a toujours du stress, puis on lâche pas prise. Oui, beaucoup d'anticipation de comment l'autre personne va réagir. Comment elle va nous percevoir. Exactement. Par du jugement. Toujours par du jugement, puis par de l'énergie de la personne. Es-tu accueillante, pas accueillante? Des fois, la personne, elle peut être super ouverte, puis là, bien, à un autre moment, elle va être plus fermée. Fait que oui, on est des gens d'émotion. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir une belle communication, puis ben, de demander. Il y a certaines personnes qui sont plus fermées, puis c'est correct aussi, tu sais. Mais ça part parce que toi, bien évidemment, en tant que coach de vie, tu croises beaucoup de monde, tu as beaucoup de clients qui vivent des réalités qui sont différentes, puis ça partit un peu, je pense, de Charles. On va le prénommer Charles. Oui, on va garder son nom fictif. Je comprends qu'il y a un lien de confiance, de confidentialité aussi qui est relié, mais quand même, raconte-nous le point de départ de tout ça. Là. Fait qu'au début, il est venu nous voir avec le besoin, le désir de rencontrer quelqu'un. Fait qu'il était dans le début trentaine.
Et puis, il y avait beaucoup d'amertume puis de frustration du fait que les rencontres qu'il faisait, ça ne fonctionnait pas. Rapidement, on a identifié plusieurs frustrations, puis tranquillement, durant les séances et les soins, on est sorti de ce besoin, de cette attente de rencontrer quelqu'un, puis on a plus travaillé tout ce qui était autour de ça. Donc, qu'est-ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un? Puis, est-ce que tu es dans cette énergie de manque? Puis cette énergie de manque fait en sorte, quand ça vient des relations interpersonnelles, que ça peut donner l'effet contraire de ce qu'on cherche. Ouais. Donc, on attire ce qui n'est pas nécessairement bon pour nous. Là. Oui, parce qu'on veut tellement ça qu'on vibre une énergie qui est un petit peu contradictoire, puis c'est ce que ça nous attire, des situations et des personnes qui ne sont pas en ligne avec nous puis nos valeurs. Et au début de l'année, on a fait ensemble un pie chart. Ce qui veut dire? C'est comme, on a pris dans le fond tous ces objectifs, puis on les a mis sur comme une tarte, puis on les a séparés comme en pourcentage. Comme un peu ce qu'on appelle un vision board aussi, là, qui pourrait être un tableau. Oui, exact, mais ça a l'air vraiment d'une tarte avec des pourcentages. Donc, il avait identifié c'était quoi qui étaient ses objectifs pour l'année en cours. Puis là, on avait quantifié. Puis après, il en sélectionne 2. Puis, à ma grande surprise, il ne sélectionne pas celle de rencontrer quelqu'un. OK. Donc, il sélectionne changer de carrière, travailler sur son rêve, et puis plus tout ce qui est santé physique. Et juste du fait qu'il est sorti de cette énergie de manque, bien, il a rencontré quelqu'un quelques semaines c'est vraiment inspirant, ça. Wow. C'est tellement beau. Ouais. Puis en tout cas, on va savoir plus tard si c'est la personne, mais il y a un flow, puis il est juste détaché, il est groundé, il est bien. Puis c'est ça, c'est qu'il est sorti de l'attente, puis de tous les gestes, puis les pensées pour pouvoir la rencontrer, cette personne à tout prix. Donc, il a différencié ses attentes, ses besoins, ses désirs aussi. Oui, parce que de lâcher prise, c'est des choses qui sont complètement différentes aussi, là. Tout à fait. Puis c'était vraiment, regarde, si je la rencontre, je la rencontre, je la rencontre pas, je la rencontre pas. Puis c'est pas juste des paroles qu'il disait. Puis c'est ça, Alex, hein? Dire quelque chose, puis le vibrer, puis vraiment le penser énergétiquement, ça fait toute la différence. Mais quand il disait, là, en 2024, au début, janvier, il le vibrait vraiment. C'est pour ça qu'il a attiré, dans le fond, la personne. Parce que, tu sais, certains vont dire je ne serai pas dans l'action, je ne serai pas à la recherche parce que c'est comme ça qu'un jour, je vais, de façon à l'improviste, rencontrer quelqu'un ou je vais travailler sur moi, puis qu'après ça, donc, dans son cas, c'est ça qui est arrivé. Tout à fait. Et c'est drôle parce que je suis, nouvellement en couple. Quand même, ça ne fait que 4 mois, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai été quand même un bon bout de temps célibataire avant ça. J'ai décidé justement de prendre un pas de recul puis de travailler sur ce que je croyais avec ma psychologue qui était peut-être, puis selon ce qu'elle avait identifié aussi, bien sûr, là, c'est elle quand même la professionnelle, mais quand même. Et par la suite, j'ai vu que j'étais dans un autre état, une autre disposition. Voilà. Et bon, je te dis pas que j'ai changé à 100%, c'est un travail de tous les instants, mais je pense que j'étais plus réceptif et prêt davantage à rencontrer et à donner aussi, recevoir, mais à donner parce que c'est toujours une question d'équilibre. Mais dans ton cas, à toi, si je peux me permettre, vas-y, parce qu'on se connaît un peu. Ton marathon là, que tu as fait, là, ça a été immense dans ton développement personnel. Fait que ça ne me surprend pas qu'elle était dans les alentours où elle a apparu pas longtemps. Elle est apparue moins d'un mois plus tard. C'est exactement ça. Fait que c'est beau, puis merci de le partager parce que c'est vraiment ça. Quand tu focuses sur toi puis sur ton développement, puis que tu travailles sur des choses, puis tu prends en charge, dans le fond, puis tu prends responsabilité. Oui, c'est confiance, la confiance aussi. L'univers va faire en sorte que la bonne ou les bonnes personnes, que ce soit au niveau professionnel ou amitié aussi, vont naviguer vers toi. Puis je suis certain qu'il est fier de lui, il est beaucoup plus confiant. Quand on parlait de Charles. Zen, là. Zen, d'une zénitude déconcertante. Puis j'ai dit, t'as l'air tellement serein. Il me dit, oui, je le suis. Bien, c'est inspirant, cette histoire-là. Je voulais absolument partager ça avec vous. À bientôt pour une autre histoire magnifique que tu nous partageras, j'en suis persuadée. Merci à toi, Mounia. Merci. Diplômé de l'École nationale de l'humour depuis 2008, ces jours-ci, vous pouvez le voir dans une des nombreuses salles, de nombreuses dates affichées sur son site web, soit Tiré à blanc, son nouveau one-man show. Sébastien Haché, salut! Bonjour! Salut!
Belle chemise. Merci, merci. Tu t'es mis beau pour moi en plus. Oui, absolument. Je savais que tu étais pas mal beau, fait que j'avais de la pression. Je savais, on me le dit souvent. Hey, merci d'être là dans nos studios. Pourquoi tirer à blanc? Parce que je tire à blanc, tout simplement, en fait. Tu sais qu'Alec Baldwin, ça n'a pas bien fini, là. Ouais, mais je tire juste à blanc. Non, on n'embarque pas là-dedans. Ah, OK. Mais en fait, tirer à blanc, en fait, c'est une expression de bonhomme, en fait, là, que peut-être que vous avez déjà entendu, qui en fait, pour dire que je fais pas de spermatozoïdes. OK. C'est ça l'affaire. Mais tu en as produit beaucoup assez, en tout cas, pour avoir un enfant. Oui, c'est ça, mais ça a été un processus de 4 ans là, d'ouvrage pour réussir à se rendre là. Puis le spectacle Tirer à blanc, c'est justement, je pense, ces 4 années-là que je squeeze en 1h15. Puis là, je vous explique comment j'ai bien pu réussir à avoir un enfant malgré que je sois aussi fertile que cette jolie table. Je comprends que cette jolie table n'est peut-être pas inspirante pour amener bien du monde. Mais par contre, discourons sur ton spectacle parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement tu as voulu parler du processus pour avoir un enfant. Tu as voulu l'amener justement, comme tu disais, partager ton vécu, l'amener d'une manière quand même drôle. Mais c'est toujours un défi quand même. Ouais. De partir de quelque chose qui peut être tragique parce que c'est des situations de gens dans la salle qui ont peut-être essayé d'avoir des enfants, qui n'en sont peut-être pas arrivés, malheureusement, pour toutes sortes de raisons. Toi, ça a été heureux. Bon, c'est une fin heureuse parce que tu as ton petit Théo qui est avec toi toujours, mais quand même, comment on en arrive à réussir à est-ce qu'on part du principe que tout peut être drôle, tout dépendant de la façon dont il s'y prend? Oui, je pense que tout peut être drôle, effectivement. Est-ce que tout le monde peut rendre tout drôle à tout moment? Je ne crois pas, mais je pense que tout peut être drôle. Je pense que l'ayant vécu, puis moi, le spectacle, je me suis pas levé un matin en me disant je vais écrire un spectacle là-dessus. J'ai écrit ça au fur et à mesure sans me douter qu'il y aurait un spectacle au bout. Je documentais par des numéros sans le savoir. OK. Je pensais que tu documentais chaque séance dans l'intimité avec ta blonde. Non, non? Oui, mais ça, c'est sur un petit cadenas. Là, que c'est barré, puis personne ne peut voir ça. C'est vraiment juste pour moi. OK. Fait que j'ai documenté ça au fur et à mesure. Puis moi, ça me servait un peu d'exutoire. Je faisais ressortir tout ce que je trouvais con là-dedans, nanana. Puis c'est sûr que les premières versions, c'était pas les versions les plus drôles parce que veux pas, c'était teinté de beaucoup de frustration, des fois d'amertume, de nanana. Mais il faut avoir du recul aussi par rapport à ça. Est-ce que ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça s'est construit sur plusieurs années, j'imagine. Oui, c'est fait sur plusieurs années. Puis, mon gars, il est né, ça fait 1 an et demi. Fait que le spectacle, il commence là. Donc, tu vois, ça a quand même pris un certain recul d'être capable de tout mettre ça ensemble, puis de créer un fil conducteur là-dedans, puis que ça soit pas trop... j'allais dire pas trop chaud dans ma tête, mais en même temps, moi, toute cette expérience-là est teintée de réussite parce que ça a fonctionné. Fait qu'au final, je reste avec un souvenir assez positif de tout ça parce que ça a marché. Ouais. C'est ça. Puis en même temps, pour toi, sur scène, quand tu le présentes, est-ce que c'est une manière très physique, là, dans le sens que est-ce que tu as à l'appui ces stand-up comiques pur et dur, comme on peut voir présentement chez la plupart de nos humoristes, là, c'est ce qui est en vogue? C'est pas mal ça. C'est vraiment du stand-up. C'est moi qui vous raconte toute cette affaire-là de pourquoi je suis infertile là, je l'ai eu, mon bébé, puis j'angoisse bien raide parce que on sait pas, il peut mourir à tout moment. C'est ça que... oui, mais est-ce que présentement, tu sais, ta relation avec lui, est-ce que par le fait que tu as raconté, que tu racontes ce spectacle, dans ce spectacle-là, l'histoire liée à Théo, est-ce que ça te rapproche de ton fils? Est-ce qu'en quelque sorte, il y a une forme d'amour qui est né ou de lien supplémentaire, tu penses? Ou je comprends qu'il est peut-être trop jeune pour comprendre encore, là, mais... il y a un bon lien business entre lui et moi, visiblement. Là. Parce que je fais plein d'argent sur son dos. C'est ça, merci de m'avoir donné une inspiration. Mais en fait, au début, ça a vraiment mis une relation un peu bizarre. Au début, en fait, juste le fait que ça a été tellement de travail puis tellement d'ouvrage pour réussir à avoir cet enfant-là qu'au début, je me sentais mal comme de le chicaner. Ah oui? J'osais comme pas me fâcher. J'ai tellement voulu, ça a tellement été d'ouvrage. Mais maintenant, il te fait assez suer à ce temps que tu n'as pas le choix de te fâcher, c'est ça? Exactement. Vous avez des enfants, vous? Non, j'en ai même pas. Ah oui? C'est juste que je vois bien des enfants autour de moi que les parents n'ont pas de patience, sont à bout. Fait que c'est pour ça que ça me donne l'inspiration. Exactement. Pour aussi péter une coche des fois après mes neveux. Mais je vois que tu as l'air, tu sais, très zen. Tu as l'air... C'est du théâtre. C'est du théâtre. Parfait, mais moi, je le cache pas. Je bouge toujours de la patte. Il y a mon réalisateur, Alain, qui me dit toujours « Arrête de shaker de la patte, arrête de shaker de la patte ». Mais on partage ça pour vrai en commun, je pense, à un niveau de stress élevé. Ouais. Puis tu décides aussi de donner des conférences dans les écoles, je pense dans des entreprises aussi. C'est quoi ton message quand tu te présentes chez eux? Parce que
tu as dû maîtriser ta propre anxiété, ton propre stress, j'imagine, avant de pouvoir raconter tout ça, parce que tu es sur scène aussi, là, veux pas. Là. Ouais, ça, moi, je suis bien anxieux, puis je me suis dit, tu sais, pourquoi pas choisir un métier qui n'est pas anxiogène du tout, monter sur scène et faire rire les gens. Mais ouais, j'ai appris à gérer mon anxiété, puis en fait, ce que je vais te dire dans les conférences, c'est qu'est-ce que moi m'a beaucoup aidé à gérer mon entreprise. T'es une entreprise aussi, tu sais. Oui. Mais en fait, je suis plus là pour leur parler d'anxiété que d'entreprise. Fait que, je leur parle de qu'est-ce que moi m'a aidé. Donc, qu'est-ce que c'est l'anxiété, d'où est-ce que ça vient, pourquoi ça arrive, pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Je leur donne des outils pour gérer cette affaire-là. Fait que c'est un peu l'anxiété pour les nuls, en fait. C'est le même que je le présente souvent. Là. Puis je leur dis qu'est-ce que moi j'aurais aimé me faire dire à propos de l'anxiété. Qu'est-ce que tu aurais aimé te faire dire? Ben, j'aurais aimé ça me faire dire que c'est pas dangereux, cette histoire-là, que c'est désagréable, mais que ça change rien dans ta vie. La perception des gens, finalement, qu'ils ont sur nous, je veux dire, c'est parfois nous-mêmes, j'imagine, qui ça faisons la propre image ou les propres questionnements viennent souvent de nous. Oui, mais ça devient de l'anxiété sociale, ça. Là, tu sais, ce que les gens ils pensent de nous. Puis là, mon Dieu, il a dit telle affaire, puis ça veut dire qu'il m'haït. Dans ça, là, je suis bien bon là-dedans. Comme en ce moment, je suis sûr que tu m'haïs. Oui, totalement. Tu as tout compris. Je te déteste. Bon, c'est réglé. Au moins, on en a le cœur net. Oui, aussi. On l'a redit à cette émission. Mais pour vrai, je trouve ça très porteur, ce que tu nous dis. Puis l'humour est une bonne façon, j'imagine, de désamorcer toute situation d'anxiété ou de stress. Oui, puis je m'en sers beaucoup dans la conférence, parce que moi, j'appelle ça mettre la pilule dans le Nutella. C'est que je passe plein d'informations super abstraites et difficiles à comprendre, mais vu que je le présente avec des images de fun, des petites blagounettes, ben ça passe bien mieux, les gens le retiennent mieux. Puis surtout, comme tu disais, je fais beaucoup la conférence avec des ados, ben c'est plus facile de garder leur attention quand c'est comique que d'aller leur rabattre les oreilles pendant 1 heure là, sur l'anxiété. C'est sûr, regarde, tu as réussi pendant plusieurs minutes. Moi, je suis TDA. Tu as eu mon attention, fait que c'est clair que tu dois en avoir aussi dans les salles de spectacle et évidemment en entreprise et dans les écoles. Sébastien Haché, ça a été un plaisir. C'est une belle découverte pour moi. Je te suivais évidemment sur les réseaux sociaux. J'invite les gens à le faire, mais aussi encore plus s'ils ont été charmés par ta présence, comme moi je l'ai été, d'aller dans les salles de spectacle. Et toutes les dates sont affichées évidemment au bas de l'écran en ce moment. Merci à toi. Merci, mon brave. À bientôt. Bye bye. C'est une entrepreneure et qui y va avec ce livre, évidemment, d'un parcours pas banal, très intéressant, disponible depuis le 1er février dernier, soit efficace, cultiver l'expertise interne en développant des champions. Et c'est Marie-Hélène Couette qui est avec nous, l'autrice. Allô, Marie-Hélène? Bonjour Alexandre. Merci de prendre le temps de nous parler, de nous présenter ce livre-là. D'ailleurs, pourquoi ce titre? Je vais y aller parce que c'est ce qui nous frappe évidemment, efficace. Alors pourquoi en être arrivé à ce titre-là tout d'abord? Oui, bien en fait, déjà il fait partie d'une collection, donc la collection Les Pros par édition septembre. Puis chaque livre commence avec justement une caractéristique ou c'est ça. Donc efficace représente qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ce livre-là. On parle plus d'efficacité au niveau organisationnel, donc efficace en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, donc pas nécessairement l'efficacité individuelle, même si ça en fait un peu partie. Mais évidemment, là, le livre touche beaucoup sur tout ce qui touche la gestion des connaissances, puis on sait que quand on gère bien les connaissances, ben on est capable d'être mieux organisé, plus structuré, donc plus efficace. Ouais. Donc, de gérer ses connaissances, est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, de transmettre ces connaissances-là également. Quand on pense, moi je pense, je viens du monde agricole, donc c'est sûr que on veut transmettre les connaissances à la prochaine génération qui va se porter acquéreur, par exemple, d'une entreprise ou d'un prochain poste de direction. Oui, exactement. Le transfert des connaissances, en fait, fait vraiment partie intégrale du livre. C'est une grande partie donc la deuxième partie du titre qui est cultiver l'expertise interne en développant des champions. C'est justement plutôt que d'aller chercher de la formation externe, comment est-ce qu'on peut utiliser les compétences et les connaissances qui sont déjà en entreprise pour bien les documenter puis les transférer aux autres personnes. Donc oui, partage de connaissances, transfert de connaissances, c'est des concepts clés dans le livre. Ouais. Et quand on veut y aller avec une réussite dans l'entreprise, justement, quand il est question de pouvoir créer, gérer, de pouvoir peut-être faire la transition, est-ce que c'est d'abord de développer un sentiment d'appartenance, d'impliquer davantage les différents membres de l'équipe, pas juste les postes de direction, mais vraiment les employés aussi à la base? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est l'idée de décentraliser toute la création de ce contenu-là, puis aussi les activités
de partage de connaissances, donc mettre en place du jumelage avec des employés, du mentorat. Puis c'est sûr que les rôles de gestion puis les rôles de ressources humaines ont des responsabilités clés par rapport à ça pour mettre, on va dire, la structure, pour s'assurer que les gens respectent certains objectifs par rapport à ça, mais c'est sûr que ça vient surtout de la bonne volonté et de l'implication des employés, donc d'où l'importance de développer des champions, donc des gens qui vont vraiment comprendre c'est quoi ce rôle-là, puis participer activement à la documentation des connaissances. On l'effleure, puis bon, ça fait partie, c'est un terme qui revient, je veux pas, les champions. C'est quoi un champion et comment je peux, moi aussi, faire partie de l'équipe et devenir un champion avec toi? Comment je peux faire ça? Oui, bien, un champion, c'est ça. Ça va être quelqu'un à qui on va donner les bons outils et le bon encadrement pour être capable de documenter efficacement ses connaissances. Un champion, on peut penser à quelqu'un qui est un expert à l'interne. Ça peut être parce qu'il est là depuis longtemps ou ça peut être même quelqu'un de nouveau, mais qui est très allumé, qui contribue beaucoup à l'innovation, qui a la volonté de partager ses connaissances. Tout ça, c'est vraiment important. Là, cette implication naturelle-là doit aussi faire partie du rôle de champion parce qu'il y en a des gens qui veulent juste faire leur travail puis rien d'autre, puis c'est correct aussi. Mais les champions, c'est ça. Ça va être des gens qui sont naturellement des références dans leur équipe quand il y a des questions, qui sont déjà impliqués quand il y a de l'accueil et intégration de nouveaux employés. Donc, on sait déjà c'est qui généralement quand on y pense, puis on est capable de les développer si on leur offre justement la formation et l'accompagnement pour être capable de mieux documenter et centraliser leurs connaissances. Et bon, je me doute que tu es encore assez jeune. Je te demanderai pas ton âge. On m'a toujours dit ne demande pas l'âge à une jeune femme. Je ne le ferai pas. Je vais rester très poli, très gentil. D'ailleurs, mes caméramans dans l'arrière me disent que je fais bien. Mais chose certaine, comment dans ton jeune parcours ça t'est venu l'idée de pouvoir transmettre ce savoir-là? J'ai le goût de pousser un peu plus loin l'humaine derrière ce livre-là parce que ma foi, est-ce que c'est un passé familial de père en fille qui vient de ce milieu-là d'entrepreneuriat? Est-ce que c'est toi qui, par ton parcours, tu as vu des erreurs au sein des entreprises et que tu as voulu partager le savoir? Explique-nous un peu ces motivations-là. Oui, il y a un mix de différentes choses. Je pense que ça part beaucoup du fait que moi, je suis 100% une milléniale, dans le sens où j'adore voyager, j'adore accumuler les expériences finalement. Donc, dans mon parcours professionnel, qui a commencé quand même jeune aussi, j'ai eu beaucoup de différents postes parce que j'étais curieuse d'essayer différentes choses. Puis à chaque fois, j'ai jamais eu l'impression que je laissais tomber personne parce que justement, je mettais en place des processus, des tâches, je laissais des notes qui faisaient en sorte que les personnes après moi étaient capables de les reprendre. J'ai aussi été impliquée très tôt dans la formation de mes collègues. Puis plus récemment, dans les dernières années, j'ai été directrice chez Didact, qui était une plateforme de formation qui fait maintenant partie de Workly, une entreprise de Montréal. Puis, c'est sûr que dans ce rôle-là, j'ai vu encore plus de gens, justement, se poser des questions de comment est-ce qu'on gère les connaissances à l'interne, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne perd pas les connaissances quand les gens partent. Puis, j'étais sensibilisée à ça parce que moi-même, j'avais eu beaucoup de rôles par le passé. Donc, un mélange de ces deux choses-là, je dirais, qui ont influencé. Bien, quand même, je comprends encore mieux le profil du livre, ton choix, les actions, les axes qu'on exploite dans le livre. Puis, est-ce que aussi... on forme assez nos employés parce qu'on parle souvent de l'avenir de nos entreprises au Québec, c'est de rester à la fine pointe, de pouvoir se réinventer. C'est des mots qui sont revenus beaucoup au goût du jour. Ça passe par la formation. Mais j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas nécessairement assez, disons, innovantes. Et bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas autour de moi, qui n'a pas des bons exemples peut-être, mais on dirait que j'ai encore un côté rébarbatif à certains employés de vouloir se former, de vouloir rester à la fine pointe, finalement. Oui, c'est un bon point. Il y a beaucoup de gens qui voient la formation comme quelque chose qui est un événement, quelque chose de très ponctuel ou même une obligation. Il faut le faire parce qu'il faut faire de la formation, puis c'est tout. Un processus d'apprentissage, ça devrait être quelque chose qui en continue puis qui continue à grandir. Donc, c'est sûr qu'il y a un rôle des entreprises là-dedans de créer des opportunités puis de mettre ces valeurs d'apprentissage-là de l'avant dans leur culture pour que ça devienne, on va dire, une pratique courante. On va dire, une fois par mois, tout le monde doit lire, je sais pas, sur un sujet en lien avec son travail, faire un résumé de lecture à son équipe. Juste de mettre en place des petites activités qui font en sorte que, justement, tout le monde essaie de chercher de différentes façons comment est-ce qu'on peut croître. Puis oui, il y a la formation traditionnelle de je m'assois devant un formateur, puis j'ai un quiz à passer à la fin. Mais il y a toutes sortes d'autres façons d'apprendre puis de partager des connaissances. Puis c'est ça la beauté, je pense, d'être capable d'utiliser la technologie en plus là-dedans pour
tirer le maximum de ce qu'on peut faire avec notre équipe. Oui, puis pourquoi pas de revenir sur ces formations-là, de créer un dialogue, de voir comment notre collègue l'a perçu, cette formation-là, comment moi je peux apporter, dans le fond, je dirais, l'employeur, le poste de direction, peu importe, mais la personne cadre, de laisser j'ai l'impression, les employés se poser des questions entre eux, puis de trouver des réponses aussi. C'est pas toujours au cadre de trouver ces réponses-là, j'ai l'impression aussi. Est-ce que je me trompe ou? Non, absolument pas, c'est ça. Puis en mettant justement les gens dans des positions où ils peuvent avoir ces réflexions-là, partager, bien, c'est là qu'on cultive l'innovation parce que ça vient pas d'en haut de l'innovation, ça vient des personnes qui sont confrontées à tous les jours aux différents défis auxquels ils font face, puis si on leur accorde pas ce temps-là, puis cet encadrement-là pour bien le faire aussi, là, parce que juste dire « pense à ça », c'est pas nécessairement assez, mais de vraiment dire « regarde, on va vous donner des outils, on va aller chercher peut-être de la facilitation, puis on va créer quelque chose qui fait en sorte que les gens sont mobilisés, intéressés et plus performants dans cette recherche de solutions. Marie-Hélène Couette, ça a été un plaisir. Merci d'avoir développé ce livre, d'ailleurs, qui est disponible un petit peu partout, le fond de ton idée, de ta pensée. Et puis, j'invite les gens à se procurer ce volume. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. C'est un auteur-compositeur-interprète qui, pour moi, vient toujours dans mon cœur me porter à la réflexion. Je l'appelle le chuchoteur d'histoire et je vous propose d'ailleurs, avant de le rencontrer, cet extrait. Les étoiles pourraient exploser, qu'on en ferait encore le tour. C'est comme croiser un ange au milieu du trafic. C'est quoi la suite? C'est quoi les chances? C'est quoi ton genre de musique? On se connaît pas depuis longtemps, mais même ton ombre fait de la lumière. Comme mon couleur vire noir et blanc. C'est toi le ciel où je me terre. Je trouve ça magnifiquement beau, ce qu'on vient d'entendre. C'est Le ciel où je me terre de l'album La Somme, donc des êtres aimés qui vient d'être lancé, vient d'être offert il y a quelques semaines par Alexandre Poulain, qui est là. On est des habitués ensemble, alors ça va être comme dans notre salon. Salut Alex. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, super. Pourquoi La Somme des êtres aimés? C'est une belle question qui se répond pas facilement, mais si je mettais deux petites parenthèses chaque côté, je te dirais que juste avant de plonger dans le processus d'écriture de ce disque-là, mon père est décédé. Et puis, comme il est parti avec l'aide médicale à mourir, il y a quelque chose je suis obligé de le dire comme ça, d'immensément fascinant, en fait, de l'accompagner là-dedans. Puis, tu sais, mon père, il a eu toute sa tête jusqu'à la fin, surtout tout son cœur, j'ai envie de te dire. Et dans ces derniers moments-là, ce que moi, j'ai réalisé, c'est que peu importe la vie que tu as eue, au bout du chemin, tout ce qui reste, c'est l'amour que tu as donné, l'amour que tu as reçu. Dans sa chambre, c'était que ça, les visites, les gens qui venaient y raconter des vieux souvenirs. Et donc, tout ça mis ensemble, ça a donné le titre « La Somme des êtres aimés », qui est étrangement un disque sur l'envie de vivre, en fait, et non pas sur la mort. Bien, c'est ça, et on va l'aborder de plein de fois. Puis parce que moi, j'ai aussi en référence, dans un de tes précédents albums, bon, il y a un monologue où à un moment donné, tu racontes aux gens ce moment très intime, probablement un des plus intimes que tu as vécu, évidemment, avant, bon, peut-être celui-là, évidemment, mais tu racontais que lorsque tu revenais de l'université, ton père avait une fascination pour vos racines à vous, la sorte de fascination pour la généalogie. Il avait remonté le temps, tout ça, puis tu étais à cette période-là aussi dans un cours à l'université qui remontait aussi les racines des premiers colons au temps de la Nouvelle-France, que donnait la chanson La misère de Paris. Quand tu regardes tous ces moments-là, quand tu peux peut-être repenser à ces moments-là de cette chanson-là, j'imagine que ça a toute une signification autre. Oui, puis encore plus grande, parce que peut-être que tu n'as pas la fin de ce monologue-là qui a été écrit peut-être après, mais quand j'étais en tournée en Europe, à un moment donné, mon père il est venu, puis on avait retrouvé là où les poulains étaient partis, à Méru, en Picardie. Ils ont fait une méga fête de ville. Aujourd'hui, si tu vas à Méru, en France,
France, sur le château, il y a une immense plaque avec mon nom, puis le nom à mon père, comme quoi les descendants des poulains de Méru qui sont partis en Nouvelle-France sont revenus sur nos traces, saluer nos ancêtres. Fait que c'est fou la vie, pareil. C'est des boucles qui se bouclent, puis je t'en parle, j'ai le poil qui lève parce que c'est sûr. Puis en même temps, un parent, ça dépend de tout le monde. Mais moi, j'étais super proche de mon père, fait que tu soulignes ça, mais c'est une vie de souvenirs après ça qui prennent une toute autre dimension. Ouais. Il a laissé aussi un message, je pense, à ta fille. Hein? Ouais. Je me permets d'ouvrir la porte. Parce on s'en est parlé dans une autre conversation qui était sur une autre tribune. Puis c'est parce que je l'ai trouvé belle, ce moment-là que tu m'as partagé. Puis je veux t'inviter à le raconter aux gens qui nous écoutent. Écoute, il a enregistré une vidéo parce qu'à la fin, il avait beau être soldat. La seule affaire qu'il pouvait plus qui n'arrivait plus à faire, c'était de voir ma fille parce que c'était ça qui faisait le plus mal, en fait. Il aurait voulu la voir grandir plus, puis Milou, à cette époque-là, elle venait d'avoir 8 ans. Fait qu'il a enregistré une vidéo qui est magnifique dans laquelle il lui dit qu'il aurait donc aimé ça la connaître plus longtemps, mais que ça ne sera pas possible, mais que c'est pas une raison pour pas qu'il lui apprenne le plus grand secret du monde. Puis là, il raconte en peu de mots et en 4 minutes tout ce qui m'a appris toute ma vie. Donc, je simplifie, mais c'est d'écouter la voix du cœur. Tu sais, c'est cheesy quand on se le dit toutes les deux, mais quand ton père est étendu d'un lit, il va mourir, puis il raconte ça à ta fille sur une vidéo, puis toi, tu le sais qu'il t'a dit ça toute ta vie. Mon père, il disait, écoute ta petite voix, mon grand. Fais juste ça. Je te dis pas que ça va être facile, mais je te dis que ta vie va être plus simple. Puis il a raison. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de belles chansons sur ton album. Je propose d'en écouter un extrait de Dire adieu. Je pense que ça vient bien supporter les propos de ce qu'on vient de dire. Ouais. On écoute à l'instant. Je te dirai pas adieu. Je te dirai pas adieu. J'ai jamais pu mentir. Quand tu me regardais dans les yeux. Et même si j'ai fermé les tiens, je sens parfois ta main. Je te dirai pas au revoir. Je te dirai pas au revoir. Car je t'entendrai rire dans les éclats de ma fille. Il y a encore de ta présence dans la maison de mon enfant. Alors, on vient d'entendre Dire adieu, cette chanson-là où tu parlais de ta fille. J'imagine que tu as pensé à ta fille, tu as pensé à ton père, tu as pensé au temps. Toi le temps, ça a toujours été une question, j'oserais dire même quasiment une obsession aussi toujours. Pour toi. En tout cas, une thématique récurrente dans mon œuvre. Là, après 6 albums, je suis obligé de te dire qu'il y a au moins une chanson, si c'est pas 2 par disque, qui tourne autour de ça sous un angle différent. Ouais, cette chanson-là, puis elle n'était pas prévue aussi. C'est une chanson qui est arrivée à la toute fin du processus d'écriture, qui s'est déposée. Moi, qui n'écris jamais au piano, elle s'est écrite toute seule. Évidemment, la première chanson du disque qui parle du départ de mon père, j'en voulais pas d'autres, mais elle, je la trouvais tellement pleine d'espoir aussi que de la mettre à la fin, c'est vraiment comme 2 parenthèses sur voici le terreau de ce disque-là, puis tout ce qu'il y a au milieu, c'est ce qu'il faut vivre, exister, traverser pour arriver en paix au bout du chemin. C'est ça, il y a des chansons comme L'Overdose, qui est une de mes préférées, qui je pense est une de tes préférées aussi. Mauvais sang aussi, tellement c'est habile comment tu l'as amené. Il y aurait tellement d'autres choses qu'on pourrait aborder ensemble, mais pour ceux qui t'ont déjà vu en spectacle, ils vont savoir que chaque ligne que tu fais comme monologue entre les chansons, chaque chanson qui est soigneusement placée, sélectionnée, il y a un fil conducteur. Pour ce
ce spectacle-là que tu présentes partout pour les 2 prochaines années au minimum, parce qu'il y a des supplémentaires sur supplémentaires, dont le 2000 à Terrebonne, ne ratez pas ça, c'est près de chez nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce spectacle-là? Qu'est-ce qui t'a guidé à travers les réflexions aussi et tout ça? Bien, c'est à la base des thématiques de certaines chansons. Donc, évidemment, tu sais, je peux pas faire semblant que le disque n'a pas été écrit à la base en substance avec le départ d'un être cher. Donc, je te dirais que ça, c'est une ligne. Il y a aussi, je te dirais, une ligne cachée, mais qui ne l'est pas tant que ça, mais sur un peu ce qu'on traverse en tant que société, c'est ce fantôme de fin du monde, autant avec la crise climatique que les robots qui vont bientôt nous demander sur nos ordi, êtes-vous un robot? Et, mais tu sais, il y a tout ça, puis en dilettante, ben, j'ai envie de dire que la vedette de ce show-là, c'est le bonheur. Tu sais. L'amour. L'amour sous toutes ses formes. En fait, c'est vraiment ça. Parce que exact. La somme des êtres aimés, c'est pas juste ta blonde ou ton chum, c'est tes enfants, c'est tes amis, c'est des étrangers que tu as croisés sur la route qui ont changé ton parcours puis que tu aimes profondément parce que tu ne serais pas qui tu es sans ça. Fait que c'est toutes ces petites histoires-là tricotées ensemble qui ont donné le spectacle La somme des êtres aimés. Alex, je me permets de te dire du fond du cœur, merci de toujours me faire du bien comme ça. Ben écoute, c'est un plaisir. Merci de m'inviter à chaque fois, peu importe la tribune. Merci, puis merci de nous faire du bien aussi aux gens qui sont à l'écoute. Grand bonheur. On va se quitter avec un autre extrait de ton album La somme des êtres aimés. Merci à toi. Merci. Quand je me fais du mauvais sang, que tout est foutu d'avance, je ne crois plus maintenant qu'un jour on tournera ma chance. J'ai même commencé à voir que l'espérance est inventée, qu'après le soleil il va pleuvoir, que je traîne le malheur avec moi. Je dois juste arrêter de croire qu'un jour je serai ok, qu'il y a de la lumière dans le noir, qu'un ami pourrait m'aider. Même que maintenant je réalise que je ne mérite pas d'être aimé, qu'il n'y a rien dans mes valises, que le monde serait plus léger sans moi. Je ne dirai plus plein d'innocence, je peux remonter le courant. Pour contrer le gaspillage alimentaire, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités sur le territoire lavallois également, et on vous avance quelques avenues possibles pour vous et on fait des mises à jour concernant le Musée de la Santé Armand Frappier avec sa directrice générale, c'est Mme Guylaine Archambault qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Alex. Content de vous retrouver. Ben, moi également. Merci de m'accueillir. Grand plaisir. On veut contrer le gaspillage alimentaire. C'est un travail de tous les instants. C'est un sujet qui revient perpétuellement dans l'actualité. Et vous en avez décidé de vous attaquer à ça de plein fouet, finalement, d'aider les Lavalloises et Lavallois, là, finalement, à vraiment porter un intérêt à ceci. Là. Ben oui, je vais partager quelques astuces. Vous le saviez, le musée présente toujours son exposition temporaire « Manger l'exposition qui nourrit », dans laquelle on aborde les enjeux du système alimentaire. Puis oui, le gaspillage alimentaire, c'est un de nos enjeux. Je vous donne quelques chiffres. Au Canada, chaque année, le gaspillage alimentaire entraîne des pertes totalisant 31 milliards de dollars. C'est pas rien. Surtout avec le prix des denrées qui ne cesse d'augmenter. Alors, c'est quand même un chiffre qui parle. Exactement. Au Québec, en 2019, donc les aliments comestibles gaspillés ont pesé 1,2 million de tonnes. Et donc, ce gaspillage qui est réalisé à 47 % chez nous, dans nos foyers,
consommés dans nos ménages et puis dans l'industrie à 53 %. Alors, il y a lieu pour nous, comme individus, comme famille, de travailler sur cet enjeu-là, notamment avec un outil qu'on vient de découvrir, nous, l'équipe du musée Armand-Frappier. Lequel? C'est l'outil Meilleur avant, virgule, bon après, point d'interrogation. Alors, c'est un outil, j'invite vos éditeurs à aller le consulter sur Internet, donc sur le site Internet du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries puis de l'Alimentation. Mais grosso modo, ça fonctionne comment? Si on peut l'expliquer, puis évidemment, les gens pourront par la suite aller donner suite. Là, oui, mais, alors il y a 3 catégories d'aliments. Et puis, quand on fait le ménage de notre garde-manger puis notre réfrigérateur, on peut se poser des questions relativement à ce fameux énoncé meilleur avant. Alors, il y a des aliments qui sont périssables. Ceux-là, il ne faut absolument pas les consommer après la date de péremption indiquée. Ce sont surtout les viandes. Volailles, par exemple. Oui, parce que des bactéries peuvent se développer dans ces aliments et puis voilà, ils peuvent nous rendre malades. Alors, on ne les veut pas, on les met de côté. On ne veut surtout pas avoir de toxines-infections alimentaires. Ensuite, il y a les aliments périssables à risque faible. Beurre, yogourt, les œufs, les fruits et légumes. Alors, si ils sont intacts, s'ils ne sont pas altérés, on peut voir à les consommer. Et la dernière catégorie d'aliments, c'est vraiment sur cette catégorie-là qu'on peut vraiment contrer le gaspillage alimentaire. Ce sont les aliments sèches, là, et puis qui sont conservés dans notre garde-manger. Alors, les boîtes de conserve, les céréales, le riz, etc. Alors, donc, je vous invite vraiment à vous référer à cet outil du ministère. Et puis, quelle que soit la catégorie d'aliments, il faut toujours se fier à nos sens, s'assurer que ça n'est pas altéré, l'odeur, le visuel. Puis s'il y a le moindre doute, on jette, on ne veut surtout pas se rendre malade. Alors certainement, voilà, oui, puis c'est important de l'avoir dénoté. Puis parfois, moi j'aime beaucoup, depuis quelques années, il y a certaines chaînes de supermarchés qui ont affaire à prix modique, tu sais, ce qu'on appelle les fruits moches, par exemple, là, où des fois sont juste légèrement abîmés, mais on les nettoie comme il faut dans l'eau et tout ça. On peut y aller quand même de la consommation. Là. Évidemment, je comprends qu'il y a quand même certaines nuances à apporter, comme vous l'avez fait, mais je trouve ça intéressant aussi pour éviter le gaspillage alimentaire. Oui, absolument. Puis quand on fait nos choix et qu'on sait qu'on va consommer à court terme, mais pourquoi prendre une date de péremption très, très éloignée? Laissons-la à un autre consommateur qui, lui, va consommer à une date plus éloignée. Et nous, ben voilà, on y va avec nos besoins. Ouais, quand il est question d'une pinte de lait, justement, si on a une famille de 4 personnes... On sait que dans une semaine ou deux, ça va être consommé. C'est ça, exactement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, comme on dit. Oui. Évidemment, c'est déjà le temps, parce que j'ai comme l'impression que lorsque, pour m'en remettre à mes amis qui sont des parents autour de moi, quand la semaine de relâche est passée, ce qui est le cas, on pense tout de suite à l'été. On planifie l'été. On planifie l'été pour les vacances, pour les camps et tout ça. Donc, c'est déjà le temps. D'ailleurs, si les gens veulent se brancher chez vous là, pour aller s'inscrire. Oui, si vous connaissez des petits curieux âgés entre 6 ans et 12 ans, il faut regarder l'offre du Musée de la santé Armand-Frappier. Alors, on a de véritables camps de jour scientifiques où on initie les jeunes à la démarche scientifique, à l'exploration. On a des animateurs scientifiques qui sont formés en sciences et qui sont là pour transmettre leur passion des sciences dans nos laboratoires, en plein air aussi. On profite de l'été. Alors, il y a 3 programmes différents cet été. L'Infiniment petit sous la loupe, le corps humain sous observation, puis pour la tranche de 7-8 ans, l'environnement sous enquête. Alors, ce sont des programmes d'une semaine. On inscrit notre enfant à 5 jours à la fois. Et donc, 9 séjours sont offerts du 24 juin au 23 août 2024. Ouais. Les inscriptions sont en cours. Alors, c'est parfait. C'est déjà un rendez-vous. Et il y a conférence très bientôt. Bien, je dis très bientôt parce qu'il faut souvent s'inscrire à l'avance. J'aime mieux le dire aux gens de le faire tout de suite pour cette conférence du 22 mai prochain avec François Reeves, le docteur François Reeves. François Reeves, qui est cardiologue au CHUM et puis à la Cité de la Santé. Alors, comme son oncle, c'est un communicateur scientifique hors pair. Hubert Reeves. Oui, le célèbre scientifique. Le célèbre scientifique qui nous a quittés malheureusement récemment. Alors, le docteur Reeves va nous parler avec son titre de conférence « Science et environnement, une santé cardio-protectrice ». Alors, il va nous démontrer, preuve à l'appui, fait à l'appui, donner à l'appui, combien être en contact avec la nature, l'environnement, c'est favorable à la santé, notamment la santé cardiovasculaire. Alors, c'est en après-midi, mercredi le 22 mai,
au Musée de la santé Armand-Frappier. On peut dès à présent acheter nos billets en ligne. Alors, autant pour s'inscrire aussi, on peut le faire en ligne pour les camps de jour, pour les camps d'été. Alors, tout est possible. Et pour toujours aller vous voir aussi, bien entendu, parce que vous avez plein d'expositions aussi permanentes, on l'a dit également, temporaires aussi, au Musée de la santé Armand-Frappier. Les liens sont au bas de l'écran. Merci beaucoup, Mme Archambault. À très bientôt. Merci de votre accueil. À bientôt. Merci. Bibliothèque municipale, j'ai tellement, moi, de souvenirs de ma bibliothèque où je me rendais dans mon quartier. C'est des trésors, c'est des heures à lire, c'est des heures à rêver, à construire ma pensée. Et c'est peut-être un autre tournant que nos bibliothèques ont pris depuis quelques années. Oui, encore le plaisir de bouquiner, mais plein d'activités pour toute la famille, pour tous les âges, et ça ne se résulte pas qu'à lire. Non, il y a beaucoup de contenu aussi qui peut aussi se faire de manière numérique et même l'intelligence artificielle qui a pris d'assaut nos bibliothèques sur le territoire lavallois. J'en parle de ces magnifiques programmations qui s'en viennent pour l'été notamment avec Chantal Crépeau qui est coordonnatrice de la programmation des bibliothèques de Laval. Bonjour! Bonjour! Je le dis, mais je pense que ça a changé le modèle. Quand moi j'étais jeune, on s'y rendait pour emprunter nos livres, là, mais maintenant... il y a plusieurs contenus qui est offert à la population lavalloise. On emprunte encore des livres, bien sûr. Oh oui. De la musique, des jeux. Mais c'est sûr qu'on a une programmation aussi autant diversifiée pour tous les publics, enfants, adultes, aînés. Et c'est gratuit aussi. Il faut le rappeler quand même. Ça. Et tout dépend des goûts aussi. Ouais. Et pour cette programmation, parce que là, évidemment, elle a été construite il y a plusieurs mois de ça. Il y a dans certaines considérations qu'il fallait s'inscrire pour des options ou des conférences ou des ateliers. Ouais. Est-ce qu'il est trop tard pour cette programmation, là, avec c'est-à-dire avec l'hiver, printemps? Non, il n'est pas trop tard. En fin de compte, on a 3 programmations dans les bibliothèques. On a hiver-printemps qui est de février à mai. On a la programmation été qui est juin, juillet, août et la programmation automne de septembre à décembre. Donc, on a encore le mois de mars, avril, mai où on peut s'inscrire. Il reste encore de la place. On a des activités encore littéraires, techno, d'actualité. On parle tantôt de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans l'éducation. Dans la société. On découvre aussi la vie avec Marcel Ferron, la vie d'artiste, ses œuvres. C'est son 100e anniversaire aussi là, en ce moment. Ouais. Donc, c'est démarqué. Je sais qu'elle a fait beaucoup de vitraux. C'était une artiste multidisciplinaire, donc ça m'intéresse énormément. On reçoit aussi des ateliers de lettres attachées avec l'auteur de Sarah Hébert, avec Bijoux de banlieue. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre. J'ai pas lu le livre, mais j'entends beaucoup parler de ça. Ça semble être très populaire, comme vous dites, là. Oui. Est-ce que c'est pour un public jeune? Est-ce que c'est adolescent? Sarah Hébert est quand même assez jeune, fin vingtaine. Mais ça peut être pour tous les âges, de toute façon. Là, parce que les ateliers de lettres attachées, c'est vraiment pour promouvoir les bibliothèques au Québec et surtout la langue française. On est bien d'accord ensemble ici. Oui. Un des motivateurs, évidemment, puis on a vu que à travers les différents mois avec la grève des enseignantes et enseignants, je fais juste un petit aparté, mais il y a eu beaucoup d'enfants qui sont allés justement bouquiner puis sont allés dans les bibliothèques lavalloises. Donc, ça a été pour les parents salvateurs, ça les a aidés beaucoup. Donc, on peut toujours s'inscrire, on l'a dit, mais quand on se projette pour la programmation d'été, qu'est-ce qui peut s'offrir finalement aux gens là, qui sont à l'écoute actuellement? Est-ce que déjà, on peut se projeter sur des activités peut-être à thématique estivale qui sont plus légères? Bien sûr. Mais juste pour terminer, pour hiver-printemps, il y a quand même des activités aussi pour les jeunes. On a toujours des contes pour les jeunes, des ateliers scientifiques. On a aussi des ateliers de cirque. Alors oui, si vous pouvez, si c'est déjà tout plein, en fin de compte, les activités, vous pouvez quand même vous rendre la journée même à l'activité et pouvoir profiter. Parce que malheureusement, il y en a qui s'inscrivent, mais il y en a qui ne viennent pas tout le temps. Ouais, ça peut être une problématique, mais ça laisse de la place pour les autres qui veulent vraiment venir voir l'activité. Aussi, mais c'est un bon rappel de le faire quand même. Oui. Si vous vous inscrivez, prenez la peine de venir parce qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être venir en profiter et qui, évidemment, peut-être en voyant que c'est complet, ne le feront peut-être pas. Oui, beaucoup de monde sur la liste d'attente. Aussi également. Juste des fois, on le souligne par respect, on peut le désigner comme ça. Et plongeons dans l'été d'avance, pourquoi pas, pour s'en inspirer avec le beau temps qui revient ces jours-ci, qui nous met d'inspiration avec du beau temps. Parce que, encore là, c'est complet.
quand je pense à vraiment toutes les directions qu'on peut prendre, c'est-à-dire les petits, les plus grands, les personnes âgées, on a beaucoup d'activités à proposer. Oui. Les inscriptions, en fin de compte, je vous dis tout de suite, c'est le mercredi, le 15 mai. Donc, c'est pas plein, là. On vient de commencer. Oui. On va la sortir, en fin de compte, l'activité. C'est le plaisir de s'activer ensemble, notre thématique. Donc, on a des activités là, pour les jeunes qui peuvent s'initier au théâtre, à l'improvisation. Ils peuvent apprendre à cuisiner avec papa, faire des ponts en Lego. Il y a plein de choses. J'ai besoin de ça, moi. Oui. Je suis pas très bon coach. J'ai plein de talents, mais pas là. On a beaucoup d'activités familiales aussi. On peut faire une excursion là, en Rabasca au crépuscule sur la rivière des Mille-Îles. Ah, wow, OK. Oui, on a... Et des activités d'art aussi pour les conférences pour adultes. Puis, est-ce que vous avez également possibilité, parce que je suis allé fouiner quand même. Oui, OK. Oui, j'ai découvert une chaîne YouTube, moi. Oui. Qu'est-ce que, comme peut-être pour le dire aux gens, dans l'esprit des gens, mais le contenu qu'on a sur votre chaîne YouTube, parce que c'est à la portée de tout le monde, là. Oui. En fait, quand on a commencé ça pendant la pandémie, hein, parce que pour la programmation, c'était comme plus facile aussi, on a poursuivi là-dessus. Donc, on a des activités pour adultes avec les balades littéraires. En ce moment, on a Simon Boulris en vedette avec Jean-Philippe Barry-Guérard. Oui. Mais on a aussi les balades littéraires d'avant. Je souris parce que Jean-Philippe Barry-Guérard, qui est probablement pour moi un de mes auteurs préférés sur le plan québécois depuis quelques années. Tout ce qu'il a écrit aux Démolitions, mais j'en ai plein en tête. Pour moi, il a une lucidité, sa plume, là. Je sais pas, il y a quelque chose qui, pour moi, vient me chercher à chaque livre qu'il a. C'est un gars qui vient du théâtre aussi. C'est un metteur en scène. Visite animale qui a eu lieu à la Maison des Arts il y a 2 semaines. C'est un comédien. Alors, il y a quelque chose d'incarné aussi lorsqu'il écrit. C'est comme si c'est lui qui me racontait. C'est comme s'il l'avait proprement vécu dans son phrasé à lui. Et c'est pour ça que je dis que c'est d'une grande lucidité. Mais en tout cas, je me permettais cette petite parenthèse parce que j'invite les gens à découvrir nos auteurs québécois, bien sûr, nos autrices, mais celui-là est un de mes coups de cœur de ces dernières années. Je vous laisse continuer parce que le temps se bouscule. Puis je voulais quand même qu'on aborde une histoire au bout du fil aussi. Oui, ça aussi. En fin de compte, ça a commencé pendant la pandémie où c'est que les adultes, les aînés étaient confinés. C'était plus difficile pour eux autres. Donc, on a pensé à une idée au bout du fil avec le téléphone. Donc, plusieurs auteurs. On a eu Fred Pellerin. Wow. On a eu Jeannette Bertrand, Kim Thuy. On en a encore là, en ce moment avec Victor Lévy-Beaulieu, Christine Brouillette. Donc, les gens, en fin de compte, prends le téléphone, que vous allez sûrement voir. Au bout de l'écran, oui, à la suite de notre conversation. Oui, c'est bien. Et vous téléphonez et vous décidez quelle capsule, en fin de compte, que vous voulez écouter de tel auteur. Donc, c'est vraiment intéressant là, de connaître les anecdotes, les histoires des auteurs. Et il y a Hors les murs aussi qui est disponible. Oui, en fin de compte, on fait des activités dans les 9 bibliothèques, mais on les fait aussi hors les murs pendant les festivités lavalloises. Donc, un exemple, on a la fête des pompiers, qu'on va avoir des activités avec la bibliomobile, la fête aussi de la famille. Oui, la fête de la famille, on va avoir un spécial BD vraiment spécial avec monsieur... Avez-vous des personnages qui vont être sur place? Des personnages de BD qui vont prendre vie pour les tout-petits, oui? Bien, je peux vous dire qu'il va y avoir Michel Rabagliati. Oh, OK, quand même! Wow, vous en souvenez? Avec Paul, avec Paul à Québec, notamment. Entre autres. Qui est un des BDistes les plus connus chez nous. Assurément, en tout cas, c'est intéressant. Merci d'être passé. Bien, ça fait plaisir. Tous les liens, toutes les indications pour retrouver le contenu, les conférences, les programmations, c'est complet au bas de l'écran en ce moment. Merci beaucoup à vous. Merci. Chantal Crépeau, bien sûr, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la programmation des bibliothèques du territoire lavallois. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir accueilli. Merci. C'est un sport qui peut vous aider sur le plan mental et qui a de belles valeurs à transmettre. Je suis très heureux de parler. Pour à peu près une 2e année consécutive, à peu près à ce moment-ci, je recevais ces 2 mêmes invités pour nous parler du championnat provincial de judo qui se tiendra encore à Laval, chez nous. C'est le 23 et 24 mars prochain. Ils sont à la fois là, très impliqués au poste de présidente et président. Je vais les nommer. Avec moi, M. Patrick Roffy, qui est donc président de Judo Laval, et Mme Sylvie Lamontagne. À nouveau, on vous reçoit avec grand plaisir, qui est présidente là, du club de judo Kyo Shidokan. Merci d'être avec nous encore à nouveau. Ben, c'est un plaisir. J'ai l'impression que vous avez bien fait ça l'an dernier pour avoir encore de nouveau les compétitions cette année sur le territoire lavallois. Ça a bien été l'an dernier. Bien, bien sûr, on a fracassé un record pour un championnat provincial. On a eu plus de 1000 participants. Et suite au succès qu'on a eu, Judo Québec nous a demandé de leur offrir une 2e année.
Alors, ça a été instantané comme ça qu'on a dit, ben oui, on le refait. Les élus ont été enthousiastes à nous aider là-dedans et puis on s'est relancé dedans. Est-ce qu'il y a eu des effets bénéfiques aussi? Parce que j'ai l'impression que quand on tient ce genre de compétition-là, c'est qu'on veut faire aussi la promotion du sport. On veut faire connaître ça, puis on veut peut-être créer l'engouement pour qu'il y ait des nouveaux adeptes aussi. Est-ce que vous avez perçu ça aussi à la suite l'an dernier? Oui, on a quand même eu une augmentation de participation cette année dans les différents clubs de Laval. Mais il y a aussi peut-être aussi l'effet de l'après-pandémie qui a tout aidé là-dedans. Mais on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour le judo. Tous les tournois de l'année ont eu une augmentation et tout. Là, fait que, on est content. Oui, on est content chez les associations. Là. Oui. Je le disais avant qu'on ouvre pour le bien des gens qui sont témoins actuellement de notre conversation, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du karaté. Mais démêlons ce que c'est le judo et le karaté. Je pense qu'il y a encore des fois des comparaisons malencontreuses parce que c'est des arts martiaux, mais c'est différent là, dans la pratique, on peut le dire. C'est vraiment très, très différent. Au karaté, on tient une distance, il y a des coups de pied, des coups de poing. Bon, il y a plusieurs styles de karaté aussi. Au judo, il y a une seule sorte de judo sur la planète au complet. Nous, on se tient par la chemise, puis on se fait tomber, on se fait des gros câlins au sol, et puis j'aime le mot gros câlin. Fait que on se tient fort, puis on essaie de contrôler notre partenaire. Il n'y a pas, en principe, de coups de pied, de coups de poing, sauf dans les katas, qui sont comme des chorégraphies, parce que oui, il y en a aussi au judo, mais à des niveaux un petit peu plus élevés. Il faut quand même avoir une base avant d'arriver au kata. Et puis là, à ce moment-là, on simule une attaque sur laquelle on réplique par une technique de judo. Quand on parle de kata, c'est pour l'expliquer aux gens, c'est justement une attaque, c'est quoi? C'est un niveau de plus de difficulté? Puis c'est une démonstration, une chorégraphie de mouvements, attaque-réponse avec des mouvements de judo. Mais ça se fait à deux, les katas de judo, donc c'est des heures et des heures de pratique, de minutie, de perfectionner la technique pour que ce soit en même temps aussi esthétique. Oui, bien c'est ça. Puis en plus, bien évidemment, c'est un sport olympique depuis 1964, faut le rappeler, là. Les compétitions, est-ce qu'on aura justement autant des plus débutants, des plus jeunes judokas? Est-ce qu'on en aura aussi de ceux qui pourront faire des katas qui sont un peu plus relevés là, lors du championnat? Bien, en fait, au championnat provincial, il n'y a pas l'épreuve des katas. C'est un tournoi séparé. Par contre, dans les plus jeunes, on commence avec des U12. U12, c'est moins de 12 ans. Donc, on va avoir quand même des jeunes. Minimum ceinture jaune et plus. Et là, on va avoir jusqu'à du U21 senior élite qui, pour eux, ça sert de qualification pour le championnat canadien. Oh, OK. Donc, il y a de tout. C'est relevé. C'est relevé. On en verra quand même. Et sur le territoire lavallois, j'ai le goût de vous demander, est-ce qu'on est bien représenté lors de ce championnat? Est-ce qu'on a ces athlètes qui peuvent aspirer peut-être à se rendre loin? Bien, on a des athlètes qui sont déjà rendus loin, mais on n'est pas une grosse région en ce moment de judo. On essaie de travailler très fort depuis fort longtemps pour faire la promotion puis essayer d'augmenter le bassin de judoka. Mais on a, entre autres, un athlète de Laval qui a gagné une médaille d'or dans récente, là, toute récente, champion. Son nom, peux-tu vous me permettre de vous demander? John Junior Messé Abessong. OK. On l'appelle le petit. Ah, le petit, OK. Oui, il fait 6 pieds 5. OK, 6 pieds, OK. Donc, qui vient de gagner une médaille d'or à l'international dans les derniers jours, là. C'est des champions, c'est des gens qui se démarquent qu'on ne connaît pas et qui sont à portée internationale, puis sont des Lavalloises ou les Lavallois. Là. C'est ça, il a commencé sa carrière à l'international comme champion cadet, champion du monde cadet. Wow! Alors, c'est vraiment une belle lancée. Bien, justement, donc ça démontre l'importance, l'intérêt d'avoir ce genre de compétition chez nous. Pour les gens, si les gens ils veulent découvrir ce sport-là, qui sont à l'écoute actuellement, c'est un peu le but aussi de notre conversation, je pense, pour les initiés, les invités. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a des prix, tu sais, les billets, c'est une somme modique, j'imagine, ou pour assister? Pour le grand public, il va y avoir un coût d'admission parce qu'il faut quand même financer l'événement. Ça va être à 8 $ les adultes, OK, dans le prix d'entrée. Et par contre, toute personne qui veut l'essayer dans un club, il y a toujours des cours d'essai gratuits une fois ou deux par semaine. Et puis là, ils viennent voir. On fournit aussi les judogi s'il faut.
Et puis, ils peuvent essayer, puis après ça, voir s'ils veulent continuer là-dedans. Et quand on pense à un événement de cette portée-là, championnat provincial de judo, ça contribue évidemment sur le plan local, économique. Les gens viennent ici consommer. On peut comprendre, il y a des nuitées aussi dans nos hôtels, alors c'est bien accueilli aussi sur ce plan-là. Mais j'ai le goût de penser aussi, ça vous prend peut-être des bénévoles. Hein? Est-ce qu'on peut faire appel aux bénévoles qui sont actuellement peut-être à l'écoute? Oui, on a besoin d'au moins 125, 150 bénévoles pour tenir un événement du genre. Et ça inclut pas ceux comme les arbitres, par exemple, qui sont déjà recrutés par Judo Québec, etc. Fait que oui, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, mais bravo pour avoir cette passion. On le voit, vous l'incarnez, vous la portez aussi à bout de bras, c'est le cas de le dire. Donc, on invite les gens, s'ils veulent peut-être avoir d'informations supplémentaires, non seulement pour assister, mais justement, aller vous prêter main forte. Mais pas sur les compétitions, mais les bras vont servir à autre chose. Oui. Donc, on les invite, tous les liens sont au bas de l'écran en ce moment. Puis, évidemment, on invite les gens les 23-24 mars au Carrefour Multisport chez nous à Laval pour ce championnat provincial de judo. Les combats commencent à 8 h le matin et il y en a pour toute la journée. Alors, c'est une invitation. Merci à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est un prophète. Je vais l'appeler comme ça dorénavant. Nicolas Vincent Poirier, salut, dis le prophète. Salut Alex, merci beaucoup. Ça fait plaisir. T'as un profil divin, mon gars. Merci. Non, mais pour vrai, sans flagornerie, dimanche dernier, Oscar, je regarde ça, je m'assois, puis je fais comme, OK, je vois les différentes catégories. Oppenheimer, c'est fait. Ils ont remporté dans toutes les grandes catégories. Puis enfin, j'ose dire, pour Christopher Nolan. Oui, enfin, écoute, il mérite son Oscar. C'est un film, comme je l'ai dit dans une chronique précédente, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Oui, il est long. Oui, il faut faire un petit peu ses recherches pour bien apprécier ce film-là, mais vraiment, là, c'est un film qui est construit exactement comme une bande-annonce, même si, bon, techniquement, beaucoup de gens, des amis à moi qui l'ont regardé puis qui ont dit, bien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas la bande-annonce nous laisse présumer qu'il va y avoir de l'action. Non, c'est vraiment une série de conversations, mais montées et ficelées d'une manière tellement intense que c'est plusieurs mini-bandes-annonces. Et, bon, d'ailleurs, ça a été récompensé pour le montage. Et meilleur réalisateur pour tellement de choses. Cillian Murphy, meilleur acteur. Donc, c'est un film qui mérite toutes ces récompenses-là. Et ma prédiction, c'est que l'année prochaine, ça va être la même chose, mais pour Dune 2. Oh, que j'aime entendre ça. Deuxième partie, d'ailleurs, au moment de faire cet entretien, plus de 350 millions au box-office confirmé en seulement 2 semaines. Ça va battre le premier, c'est clair, là, qui était dans les 400 millions. Là. Ah oui, c'est évident que ça va le battre parce que à chaque semaine, un film en général perd un certain pourcentage, des fois jusqu'à 50 % de ce qu'il a fait de la fin de semaine précédente. Mais dans ce cas-ci, ça n'arrête pas. Donc, pour qu'il baisse vraiment au niveau du box-office, ça va prendre un bon moment. Et surtout que dans cette catégorie particulière-là, il n'y a pas de compétition. Oui, il y a eu Kung Fu Panda, mais Kung Fu Panda et tu vois, Dune 2, il n'y a pas de lien entre ces films-là. Quoique sur l'acide, parfois. Oui, c'est sûr, mais en général, on n'hésite pas tant que ça. Il y a un public pour Dune et pour Kung Fu Panda. Donc, je suis persuadé que ce film-là, Dune 2, oui, ça va battre le record pas le record, mais ça va battre le box-office du premier et peut-être même des records. Restons dans les Oscars, parce que ce film dont on parle, Poor Things, Pauvre créature, a été louangé à plusieurs catégories aussi, à ces mêmes Oscars. Oui, tout à fait. Écoute, c'est un film tellement particulier. C'est pas pour tout le monde d'ailleurs. Hein? Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est bizarre. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réalisé. Vraiment, cette année, là, parmi son réalisateur, Yorgos Lanthimos, que je dois massacrer son nom. T'es pas pire. S'il nous écoute, il peut nous appeler, nous dire vraiment comment bien prononcer son nom, et je m'excuse pour la prononciation. Mais bon, lui on dirait que c'était sur l'acide. mais ce réalisateur qui se démarque depuis 10-15 ans avec des films uniques. Là. Oui, très étranges, comme Lobster qui raconte un monde où si on doit être en couple et si on ne l'est pas, on a une quarantaine de jours pour trouver quelqu'un. Sinon, on se fait transformer en l'animal de notre choix. Et le personnage principal lui dit,
pourquoi pas en homard. Donc, à voir. Le titre de Lobster. Et c'est basé sur un roman que le réalisateur, il a rencontré l'auteur en 2009. C'est un roman qui date des années 90, au même titre que le film Poor Things. Et ben, ça a pris énormément de temps pour que ce film-là se fasse. Parce que, bon, on parle d'un budget d'une trentaine de millions de dollars. Ce qui n'est pas beaucoup, là. Non, c'est ben, pour un film qui a été oscarisé, là, c'est vraiment pas beaucoup, mais ce n'est pas aussi un réalisateur qui a fait ses preuves au niveau commercial. Oui, c'est un artiste et là-dessus, il a fait ses preuves. On lui laisse le champ libre, énormément de liberté. Et d'ailleurs, on le voit bien dans ce film-là. Je veux dire, c'est un film qui dure 2 heures, de 2h20. Et bon, ça raconte l'histoire d'un scientifique qui ressemble un peu au Dr. Frankenstein. Et lui, il ramène à la vie une jeune femme qui s'est jetée d'un pont. Et ce qu'il fait, la jeune femme, elle est enceinte. Donc, bon, le bébé est mort et la jeune femme aussi. Donc, il prend le cerveau du bébé, le met dans la tête de la jeune femme et la ramène à la vie. Donc, cette femme-là, qui est interprétée par Emma Stone, elle... Au début du film, on voit que c'est vraiment comme un enfant, c'est le cerveau d'un enfant. Et plus le film évolue, plus elle part à la découverte de la vie. J'en dirai pas plus, là, mais c'est un film très, très, très particulier parce que non seulement on n'a pas peur de montrer de la sexualité, ce qu'on voit pas tant que ça dans un film américain, en tout cas pas de cette façon-là, disons. Et parfois, on voit certains plans qui sont gore, très, très sanglant. Je ne sais pas si tu te rappelles au début, quand elle... en tout cas, je n'en dirai pas plus. Mais à la fois, c'est beau. Le réalisateur voulait donner un look un peu du vieux Hollywood, là. Et vraiment, c'est mission accomplie. C'est un film qui est magnifique. Peut-être juste un petit peu trop long. Oui, et personnage de Bella, justement, qui est incarné par donc Emma Stone, trouvais une belle candeur. Je trouvais qu'elle nous invite à la capacité d'émerveillement sans préjugés. Puis dénotons aussi Mark Ruffalo. Mark Ruffalo qui est extraordinaire. Là. Il est extraordinaire, mais lui, il n'était pas confiant pour ce rôle-là. Il s'est dit comme, ben non, je ne peux pas. C'est une erreur. Et là, le réalisateur, il a dit, non, c'est toi que je vois depuis le début pour ce rôle-là. Donc, il n'était vraiment pas sûr d'être capable d'interpréter ce type de personnage-là. On est loin de Hulk, hein? Du tout, exactement. Mais aussi, c'est pas du tout son type de personnage. Le casting, oui. Exactement. Et Willem Dafoe, qui est excellent dans son rôle. J'adore Willem Dafoe. Et bon, tu sais, chaque acteur, des fois, va faire ses petites recherches pour ses films. Willem Dafoe, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été dans une école où il traite un peu les cadavres comme dans les années 1800. Donc, les techniques d'embaumement et tout ça, là. Et pour les besoins de son rôle, c'est les petites recherches qu'il a faites. Emma Stone, je pense qu'elle a pris un peu de cours de danse, si je me rappelle bien. Et Willem Dafoe, lui, on va regarder qu'est-ce qu'ils font avec les cadavres. Assez étrange. Assez étrange, mais le résultat est là. Il y a de l'humour noir, il y a de l'humour absurde, il y a du drame, il n'y a pas d'action. Il y a un côté très fantastique. C'est vraiment, visuellement, c'est magnifique. C'est très réussi. C'est magnifique, mais il faut vraiment savoir dans quoi on s'embarque. C'est plus niché peut-être pour un cinéphile qui n'a pas l'habitude de ces films-là, qui n'a peut-être pas nécessairement la même ouverture. Puis ça, c'est correct, c'est propre à chacun. On a tous nos appréciations qui sont différentes, ou du moins nos préférences. Je bouscule un peu dans le temps parce que je veux qu'on aborde au moins un peu ce film-là. Autre film que tu voulais nous mentionner, soit fiction américaine, American Fiction, si vous préférez, titre original. Je ne l'ai pas vu. Comment as-tu trouvé ce film-là? Raconte-nous un peu. C'est un film que j'ai trouvé vraiment très bon. C'est très rafraîchissant et c'est un film qui tourne un petit peu en ridicule, quoi. Il ne faut pas oublier que c'est un drame aussi, là. Un côté politiquement correct qu'on voit énormément aujourd'hui. Et le film raconte l'histoire du... Jeffrey Wright interprète un auteur qui est un peu frustré parce que ses romans ne se vendent pas assez. Et bon, il est mis dans les librairies dans la catégorie, des livres écrits par des Noirs. Et lui, c'est pas comme ça qu'il veut être représenté. Lui, il écrit un livre et il veut pas avoir un droit de parole parce que c'est un Noir et il a écrit un livre. Et là, tout à coup, il se rend compte que ce qui marche bien, une auteure
elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle écrit des romans, mais qui se passent un peu dans les ghettos américains, avec le langage qui vient avec, et à peu près, bon, tous les clichés. Et cet auteur-là, interprété par Jeffrey Wright, décide de, regarde, je vais faire la même chose, tant qu'à faire. Et lui, c'était une blague au départ. Et finalement, ce roman-là qu'il écrit, c'est un succès. C'est un énorme succès. Et là, on veut parler à cet auteur-là. Donc, il décide de se forger une identité d'un auteur qui est recherché par la police. Et je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment très bon comme film. C'est drôle, c'est touchant. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Et c'est pas pour rien que ce film-là s'est ramassé aux Oscars dans énormément de catégories et a remporté pour meilleur scénario adapté, et avec raison. À voir assurément pour tous ces films qu'on a mentionnés. Merci beaucoup à toi, Nico. Merci. Je vous remercie d'avoir été là. C'est possible en tout temps de vous manifester, de faire entendre votre voix. tvrl.ca, aussi bien entendu notre page Facebook, notre compte Instagram est une autre belle façon pour nous témoigner de votre appréciation des sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission. Parlant d'émission, vous voulez retracer toutes nos émissions, notre contenu aussi sur notre chaîne YouTube. Une autre belle façon de nous appuyer, c'est en jouant pour avoir un maximum de plaisir les dimanches 9h30 à notre bingo. Vous pouvez évidemment gagner 3 500 $ pour le lot total, mais 2 300 $ pour la carte pleine tvrl.ca. Vous pouvez le faire également sur le web pour jouer en temps réel avec nous, connaître aussi tous les endroits pour vous procurer une carte. Je vous souhaite une belle semaine, mais d'abord, je veux remercier tous ceux qui me font briller devant l'objectif, devant la caméra. Lucette, bien entendu, aussi. Il y a Daniel, Alain à la réalisation, Sophie aussi, qui est à la recherche, et Normand aussi, qui fait partie de l'équipe. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.